Cabral, Pierre Moussa n'a pas été assez tendre. Il menace des sanctions pourraient être prises contre le Cameroun. C'est vrai que dans la CEMAC, il y a l'adhésion, mais pas encore de sortie. Est-ce qu'il est possible que le Cameroun soit exclu, comme l'a pensé nos confrères les quotidiens de l'économie qui parlent de Camexit? Et que dites-vous à ceux qui pensent que les APE ne sont au-delà des problèmes économiques? Bon, d'abord, il y a déjà de fait le Camexit. Ouais. Parce qu'au départ, c'est des accords régionaux, de région à région. Non, le Cameroun est sorti de la négociation de région à région pour faire sa négociation personnelle. C'est pour ça que nous cherchons quelle est la motivation qu'il y a derrière. Mais M. Moussa a raison de fulminer. M. Ayama le précisait tout à l'heure. Le Cameroun est un pays de la zone CEMAC. On est dans le processus d'intégration. Et le premier palier du processus d'intégration, c'est l'union douanière. C'est-à-dire que nous harmonisons les tarifs douaniers. On parle de tarif extérieur commun. Okay. Oui, mais c'est ça le tarif, si tu veux, le tarif extérieur commun. C'est-à-dire que dans toute cette zone, quel que soit le pays par lequel on produit entre, ils payent exactement les mêmes droits de douane ou le même montant. La même taxe. Le même montant, les mêmes taxes. Alors, à partir du moment où le Cameroun reste dans cette zone, mais négocie un accord qui lui permet d'ouvrir ses portes à lui, le Cameroun, sans droit de douane, ces produits entrent par le Cameroun et circulent dans toute la sous-région. Et c'est pour ça que les autres ont raison de craindre que les produits entrés par le Cameroun vont inonder tout le marché. Parce qu'une fois qu'il est entré par le Cameroun, il sort du Cameroun et circule librement puisqu'on est dans la zone CEMAC. Voilà la situation où nous avons plongé toute une sous-région. On a souvent accusé la Guinée sur les affaires de passeport et de visa et tout le reste, le Gabon et autres. Désormais, donc, voilà où le Cameroun a situé la zone CEMAC. Moi, je voudrais dire, Ernest, tu as dit tout à l'heure, les responsables du ministère ne sont pas ici. Moi, tu ne le soupçonnais pas. J'ai participé à une dizaine de réunions sous la bannière de l'ACDIC avec les responsables du ministère, du comité de suivi et même l'Union européenne. Je peux même vous dire qu'un jour, la dame, quand vous avez vu, on a eu une discussion très chaude où je lui ai dit, madame, dans cette affaire, tout ce que vous avez comme intérêt, c'est de contrecarrer la Chine. Bon, elle a dû fulminer, mais c'était vrai, malheureusement. Parce que, curieusement, pourquoi l'Union européenne tient tant et s'accroche tant à cette affaire? Même ce document que j'ai du MINPAT le précise. Le poids des accords, des échanges commerciaux entre l'Union européenne et même toute la sous-région, c'est à peine 3%. C'est-à-dire que ça ne représente rien pour l'Union européenne, ni en termes d'importation, ni en termes d'exportation. En termes d'exportation, parce que nous n'avons pas un pouvoir d'achat tel que nous allons acheter massivement des produits qui vont doper l'économie européenne, ni en termes d'exportation, parce que nous n'avons pas, nous exportons, le document le dit, nous exportons 7 produits. Et lorsqu'on analyse même les 7 produits, il ne reste que la banane et peut-être l'ananas du président. Donc finalement, dans cette affaire même, on n'apporte rien. Qu'est-ce qu'ils cherchent derrière? On l'a compris. Ils veulent simplement contrecarrer l'avancée chinoise et puis contrôler politiquement la sous-région pour s'en servir notamment dans d'autres types de négociations ou entretenir le rapport de force dans des négociations de haut niveau, au niveau de l'ONU et ailleurs. Vous savez, j'ai écouté tout à l'heure les experts, parce qu'eux sont experts en la matière. Vous avez vu, le scepticisme se dégage. Les seules personnes qui peuvent vous dire que ces accords sont bien, sont soit les fonctionnaires du MINPAT, ils ne sont pas 5 qui communiquent sur cette affaire, ils sont 3 ou 4. Et ils le font, ça se voit sur leur visage hypocritement. Parce qu'eux aussi ont travaillé dans l'élaboration de ce document. Où eux-mêmes disent à leur hiérarchie, si nous entrons là-dedans maintenant, je ne sais pas, c'est tautologique, si nous rentrons là-dedans, c'est catastrophique. Il y a des préalables de mise à niveau, de restructuration de notre système productif. Il faut qu'on produise quelque chose, de régulation de nos finances publiques. Les études du MINFI même disent que sur 10 ans, nous allons perdre environ 1500 milliards de recettes douanières. C'est dans leur propre document. Alors, comment un État peut faire un tel diagnostic aussi véridique et plonger dans l'inverse du résultat que préconise son diagnostic? Il faut savoir d'où on vient. Et c'est ça qui est intéressant. Les APE naissent de quelle période? Du moment où nous entrons dans les indépendances. Sentant venir les indépendances, on a créé une européenne.
Et eux, ils voulaient, et M. Soumbala dit tout à l'heure, eux, ils voulaient garder la même mise sur les matières premières. Et c'est pour ça que M. Ayama a raison de rejeter le confinement dans lequel on veut nous laisser. À l'époque, les Européens proposent à ce qu'on appelait, c'était une association des États malgaches et africains, ils n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Mettons sur pied un système de libre-échange. Vous vendez chez nous en franchise de douane, vous ne payez rien, nous aussi on vend chez vous. Mais eux, ce qu'ils cherchaient en ce moment-là, c'était d'avoir des matières premières qui leur permettaient, eux, de doper leur industrie. Ça a fonctionné de 63 à 75 avec les accords de Yaoundé, de 75 à 2000 avec les accords de Lomé, il y en a 4. Sauf qu'entre-temps, il faut le préciser, le GATT devient OMC. Et les règles de l'OMC sont telles que ces histoires de franchise de douane entre deux groupes ne peuvent plus tenir. Si vous le faites, la clause de la nation la plus favorisée vous oblige à élargir à toutes les autres nations. Du coup, ils ont donc lancé les fameuses négociations, on tombe à l'accord de Cotonou et on rentre dans cette affaire. Donc ça ne nous rapporte strictement rien. Mais pourquoi on reste là-dedans? On a pris 2 ans pour la mise à niveau, vous en parliez, M. Ayama. Rien n'a été fait. 2 ans. Mais aujourd'hui même encore, il y a d'autres problèmes qui se posent. L'accompagnement dont tu parles, moi j'ai lu l'accord lui-même, qui a été autorisé en ratification par le Parlement. Sur l'accompagnement, rien n'est dit. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est une clause de rendez-vous. C'est ce que tu explicitais tout à l'heure. C'est qu'entrer d'abord, et on va voir avec le temps ce qu'on peut vous donner pour vous mettre à niveau. Sauf que quand tu lis l'accord avec l'UEMOA, les Africains de l'Ouest, il y a une clause qui précise exactement quel est le montant que l'Union européenne va donner aux Ouest-Africains, si je peux employer le terme, pour se mettre à niveau. Pourquoi les mêmes là-bas donnent un montant clair, ici il n'y a pas de montant clair? Ça veut dire qu'on a mal négocié. Avec une durée plus longue. Et avec une durée plus longue. Ça veut dire qu'on a mal négocié. Aujourd'hui, on a un autre problème, celui de calendrier. Tout le monde parle là de démantèlement, 4 ans, 10 ans. L'affaire doit se terminer en principe en 2013. Sauf qu'il y a maintenant un problème. Les Camerounais disent, certes on a signé en 2008, mais en réalité, ça veut dire qu'il faut renvoyer à 2023. Les Européens disent non. Vous avez signé depuis 2008, c'est à cause de vous que l'affaire n'est pas entrée en vigueur. Nous, ça s'arrête en 2013, le démantèlement doit être fini. Et si ça doit s'arrêter en 2013, nous sommes en 2006. 2023, le Cameroun veut que ça aille en 2029. Merci, 2029. Et les Occidentaux, les Européens vous disent non, nous on s'en tient au calendrier préalable. Alors, vous voyez le type de négociation dans lequel nous sommes. Avons-nous envoyé dans cette affaire des gens qui ont négocié véritablement, comme on a vu en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire des gens qui défendent véritablement nos intérêts? Non, non. Ou alors, et c'est curieux, c'est parce que le président Biya a ratifié cette affaire en 2014. Et c'est quelques jours après qu'on a vu que le 11e fonds européen de développement a été libéré pour le Cameroun. Ça veut dire qu'il y a eu à la fois des pressions économiques, mais comme nous sommes béats devant l'endettement, nous ne pouvons vivre que par l'endettement, parce que c'est ça qui finance notre incurie. Et comme derrière, il y a notre égoïsme qui veut que, parce que nous avons des intérêts de bananes et d'ananas à protéger, nous préférons sacrifier tout un pays pour que survivent nos intérêts. Parce que c'est ça, vous savez, on peut toujours tenir un discours lénifiant. Vous l'avez compris, on est très poli, c'est pour ça que nous avons un certain temps. Derrière cette affaire, il n'y a que de la méchanceté et de l'égoïsme. Les gens protègent leurs propres intérêts qui sont par ailleurs insignifiants et préfèrent plonger un pays dans un marasme économique. Évidemment, l'argument politique, il est pertinent. Ce qu'on est en train de dire à tous les Camerounais aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous voulez? Si les produits européens entrent dans le marché camerounais en franchise de douane, ça veut dire qu'ils vont coûter moins cher. Et s'ils coûtent moins cher, ça veut dire que vous aurez des produits de qualité européenne à prix abordable. Effectivement, pour le consommateur naïf, c'est un discours qui séduit. Sauf que ce consommateur ne sait pas qu'il a des enfants qui vont à l'école et qui doivent trouver des emplois plus tard. Et que pour que ces enfants trouvent des emplois, il faut que son économie à lui fonctionne. Alors si on l'entraîne dans l'égoïsme qui veut que parce qu'on nous fait venir de la nourriture à vil prix, mangeons maintenant et tuons nos enfants, c'est ce qu'ils sont en train d'accepter. Donc moi je dis simplement que je compte encore, vous l'avez dit M. Ayama, j'espère encore que le président Biya, parce que c'est lui le responsable de cette affaire, oui, mais qui contrôle l'Assemblée, c'est les députés qui ont, peut-être que c'est une question qui a échappé à Martin Oyono, il aurait pu à l'époque peut-être claquer la porte encore, j'en sais rien, mais sauf que pouvait-il la claquer contre Paul Biya. Donc, et puis vous avez dit, regardez à quel moment on vient signer le décret sur les règles d'origine. Parce que l'autre problème maintenant, c'est que tous ces produits qui vont venir de l'Europe, il faut qu'on s'assure que c'est même des produits fabriqués en Europe. Tout le monde sait aujourd'hui. Et pour ce faire, il y a même la norme.
Notre dispositif de normes, je sais que M. Botoangon a signé des choses récemment avec des laboratoires étrangers pour contrôler avant l'entrée au Cameroun. Mais une affaire qu'on signe le 3 et on entre là-dedans le 4. Vous avez posé la question, à quel moment nous-mêmes, et puis il faut savoir comment c'est signé, parce que déjà, le Cameroun n'a pas pu s'entendre avec l'Union européenne sur les clauses de ces règles d'origine. D'ailleurs, je me demande même dans quel contexte exactement Paul Biya les a signés, si les Européens se reconnaissent même là-dedans. Alors, voilà une affaire où les produits vont arriver, on ne sait même pas d'où ils viennent, estampillés Europe, et ça va rentrer dans notre marché. Non, on est en train d'assassiner l'économie camerounaise, il est grand temps, et puis je sors par là, les finances publiques. Vous exprimez une inquiétude, mais c'est clair. Pourquoi la pression fiscale augmente? Pourquoi les impôts ne cessent d'augmenter maintenant de jour en jour? Parce que notre économie, comme elle est faible, nous n'avons pas de système productif, nous renflouons nos caisses par le prélèvement fiscal. Alors si nous renonçons à des recettes douanières, où trouvons-nous la compensation pour renflouer les caisses? Ça ne peut être que sur les pauvres Camerounais, évidemment. On va augmenter les impôts chaque jour, augmenter tous les jours, et puis on va se retrouver dans une situation complètement, comme quelqu'un aime souvent dire, insortirable. Je sais que c'est un néologisme mal placé. Donc je dis encore, c'est catastrophique ce qui s'est passé depuis le 4 août. Okay. Bon, bonne chance à ceux qui produisent la banane et l'ananas. Certainement, ni eux ni leurs enfants ne souffriront jamais de cette affaire, puisqu'ils auront suffisamment de l'argent dans leur trésor personnel et familial pour l'avenir de leurs enfants. Mais c'est très méchant ce que M. Paul Biya et ceux qui l'ont conseillé dans cette affaire ont pu faire dans une impréparation totale. Personne n'a dit ici que sur le principe les accords sont mauvais. Mais on ne peut pas rentrer dans des accords dans le contexte actuel, dans une telle impréparation. Toute personne un peu lucide sait qu'on est en train d'assassiner le Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas une mesure de contournement ou du moins, tout au moins une solution qu'on peut trouver, qu'on puisse trouver? Bon, je suis preneur pour la résistance et même le boycott, emploie le terme que vous voulez. Pourquoi? Et je sais que c'est dangereux de le dire parce qu'on est dans un état encore un peu policier et que dire ce genre de choses fait que bon, on met tous ceux qui vous suivent de nuit et de jour derrière et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut bien qu'ils travaillent. Mais il faut sauver le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que on peut toujours se taire. Écoutez, M. Ayama a une entreprise. Comme il vous l'a dit, il a fait cet aveu. Si on ne veut créer pas des conditions pour que je produise, j'ai un comptoir. J'achète, je revends. J'achète, je revends. Et la vie continue. Donc c'est un choix. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit quelque part, on n'est même pas obligé de faire le choix de l'industrialisation du Cameroun. Bon, ce serait un modèle un peu particulier quand même. Peut-être un modèle vert, écologique, je ne sais trop quoi. Mais il faut donc qu'on envoie au moins les contours. Malheureusement, même ça, on n'a pas. Parce que si je m'en tiens quand même à pour le libéralisme communautaire et à tous les discours subséquents, j'ai plutôt une lecture inverse des intentions de ceux que nous gouvernent. Donc, il faut absolument s'opposer à cette affaire. Il faut résister à cette affaire. Pas le boycott des produits étrangers, tout ce qu'on veut. Mais compte tenu de la précarité dans laquelle nous sommes et de l'irrésolution de la majorité de ceux qui nous regardent et qui pensent toujours que parce que c'est nous qui en parlons ici, ça ne concerne que nos familles et jamais eux. Donc, ils ne vont peut-être pas le faire. Mais il faut presser nos gouvernants. C'est un accord. Un accord est un contrat. Donc on peut résilier un contrat. C'est du droit international. Un accord économique est régi par le droit international. C'est un accord, c'est un traité entre un État et une organisation internationale qu'est l'Union européenne, qui est c'est une convention au sens de la Convention de Vienne qui régit le droit des traités. Donc on peut très bien, Paul Biya peut très bien dire aujourd'hui, je ne suis plus dans cette affaire parce que je pense que même si à la base j'étais d'accord, les conditions ne sont pas réunies. Qu'est-ce qu'on va perdre? Parce que c'est aussi la question qu'il faut poser. Si on renonce à cette affaire, qu'est-ce qu'on va perdre? Rien. Si ce n'est qu'on va être reversé dans la situation où se trouve un État comme le Gabon, c'est-à-dire dans le système de préférence généralisée, où nous aurons d'ailleurs toujours des exonérations tarifaires, mais pour un nombre de produits réduits. Mais cela nous va très bien, puisque déjà nous n'avons même que des produits réduits. Okay. Nous n'exportons pratiquement rien. Donc à la vérité, dans cette affaire, nous avons plus à perdre qu'à gagner.
nous avons plus à gagner qu'à perdre si nous sortons de cette affaire. Moi, je ne peux pas supplier un homme politique de faire une chose qui le concerne lui-même et l'avenir de ses enfants. Donc, je ne veux pas me mettre à genoux comme les gens disent, Papa Paul Biya, pardon. Ils peuvent toujours s'entêter, c'est son choix. C'est un homme politique, il fait ce qu'il veut. Puis de toute façon, il va toujours gagner les élections parce que les gens aiment ce qu'il fait. Mais je dis quand même que dans cette affaire, s'il y a une once de lucidité dans les têtes de ceux qui décident encore dans ce pays, ben écoutez, soyez même espiègles à la résistance que nous sommes en train de proposer, utilisez-la et dites aux Européens, vous-même vous voyez que le peuple camerounais n'est pas d'accord et comme nous écoutons notre peuple pour une fois,